paix et la cohésion sociale, il s'agit, d'après le PNUD, la cohésion sociale est le degré de confiance dans l'État et dans la société et la volonté de participer collectivement à une vision partagée d'une paix durable et d'objectifs de développement commun. Des thèmes qui s'apparentent et qui se complètent. L'un des concepts définissant et provoquant l'autre concept. Tout cela vu sous le prisme du développement, c'est dire simplement qu'il y a une interaction entre la paix, la cohésion sociale et le développement. Il ne peut y avoir de développement sans paix. Et ce qui maintient la paix, ou son aboutissement logique attendu, est la cohésion sociale. La cohésion sociale étant une acceptation libre des citoyens d'une collectivité à s'entendre sur l'essentiel de leur vivre ensemble, en harmonie, en équilibre et sur la durée. Quand on parle de développement, on parle des facteurs économiques, des indices de développement humain, IDH, de progrès social, et le tout en harmonie, en équilibre et en voyant les concepts dans leur quantité, dans leur qualité, pour les relever vers le haut et les maintenir vers le haut dans une dialectique qui fait que le mouvement devient un mouvement uniforme, constant et permanent. On parle de développement quand on vise une communauté, un territoire, un État ou une région qui sont les espaces d'expression du développement. Quand on parle de développement, on voit macroéconomie, on voit société dans son organisation, dans sa culture, dans son éducation, dans son accès aux équipements sociaux de base, dans l'accessibilité des soins de santé à tous les niveaux, tous les stades, primaires, secondaires et de référence aux grands hôpitaux. Donc l'accessibilité à une qualité de soins, de services de santé, l'accès au plus grand nombre à l'éducation constitue des facteurs essentiels de construction du développement, qui est l'aspiration légitime de tout État, de toute collectivité, de toute région. Tous les pays s'accordent et s'entendent pour espérer et se projeter dans l'avenir dans un cadre du développement durable. Donc la paix est la source et le socle indispensable pour pouvoir créer les facteurs de ce développement. Et je puis vous dire, de par ma perception, que les besoins fondamentaux de l'humain, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas l'alimentation, ce n'est pas les denrées alimentaires, ce n'est pas les soins de santé, mais c'est d'abord la sécurité personnelle, la paix. À titre illustratif, quand on a faim et qu'on a un repas si copieux soit-il, et qu'en même temps on soit à l'abri ou en face d'un danger imminent et mortel, l'homme viendra instinctivement, par instinct de conservation, à abandonner le repas et à vouloir se mettre en sécurité. C'est dire que la sécurité, qui est le corollaire de la paix, est un élément primaire recherché par l'homme. Quand on est souffrant, quand on est malade, et même quand on pense qu'on ne peut même pas se déplacer, là encore, il suffit que le danger soit imminent, irréversible, et tu pourrais attenter à la vie. Pour que le malade en question, qu'on pensait avoir eu une jambe cassée, tu ne peux se déplacer. Miraculeusement, on le verra fuir le danger. Ça veut dire que le danger, son corps, la sécurité et son ensemble contenu par l'idée de paix sont indéniablement
des éléments essentiels de cette avant tout autre facteur vital pour nous. Donc, pour ma petite expérience, permettez-moi de considérer qu'il y a des strates, différentes strates dans la paix qui se manifeste par la présence de sécurité, l'absence d'insécurité. Bien après, les besoins alimentaires et sanitaires. Sans cela, sans la sécurité, donc la paix, sans le soins de santé à hauteur des attentes, sans une alimentation saine, on ne peut parler de développement, parce que l'objectif final du développement est d'assurer un bon niveau de couverture sanitaire, une hygiène alimentaire, une disponibilité des aliments, une nourriture adéquate pour l'ensemble donné, pas seulement pour une nourriture. Nourriture, besoins alimentaires satisfaits, besoins sanitaires satisfaits pour une qualité d'homme, pour une seule communauté, dans un cadre global de l'État ou d'une sous-région, nous pouvons être considérés comme facteur de développement. Ça, c'est juste une croissance organisée. Facteur de développement, quand cette direction-là diffuse, profonde et dans les priorités à la vie. Donc, le développement, il faut y aller par strate et par secteur. Faire des approches sectorielles qui intègrent les zèbres jaunes vont constituer le ciment du sol ou la zone sociale, économique et qui va constituer un ciment. Aussi, les États ont eu des approches, parfois des approches qui sont pertinentes, à savoir les intégrations sous-régionales. Les intégrations au niveau de nos frontières, c'est que notre ancien président Coromandel disait les pays frontières. Et à titre de service, le but à gouvernement est l'intégration, un cadre d'intégration sous-régionale regroupant le Mali de l'Université du Niger, qui existe depuis plus de décennies, est un facteur de développement mondial. Comme l'ESCAO, qui est l'organisation intégrée du Mali, du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Et plus précisément, il s'agit de la région du Sikasso, de la région du Burkina Faso et de la région du Congo. Et c'est ce qui donne l'appellation ESCAO, qui est une abréviation de Sikasso, Congo et Congo. J'étais présent au lancement de ce projet sur les fonds de l'Éducation, je participe à la Premier ministre, et la rencontre a eu lieu à Sikasso, sous la présidence de la Premier ministre du Mali, la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Le projet se déroule sur les fonds de l'Éducation. Donc voilà les projets intégrateurs. Il faut y ajouter tous nos projets fédéraux qui sont aussi des formes de projets intégrateurs. Peut-être que le projet du bassin du Niger, dont la route est basée à la Guinée, et le concerne ces trois pays que je vais citer, plus le Tchad et le Nigeria. C'est une annonce. Donc je suis que l'Afrique, que l'État se donne la chance en favorisant, en développant les projets de programmes intégrateurs et sous-régionaux intégrateurs. En plus, à l'intérieur de chacun des États, visant les populations rurales, parce qu'il ne faut pas se faire de vision, on peut parler de développement, quand on voit ce l'ensemble. L'ensemble de nos communautés sont essentiellement des communautés rurales, à 80%. Dans les pays, on explique qu'on peut être un développement ou un avancement, un développement locaux, sans lequel les moteurs objectifs de relèvement, de base, de l'accès à une éducation, de santé, à une infrastructure routière de communication, pour justement le drainage de tout le secteur primaire, de tout le groupe
essentiels à leur bien-être physique et spirituel. Il faut qu'il y ait une éducation. Les pays, on a constaté que par le monde, tous les pays du monde ont en commun, c'est le niveau d'éducation de la population. Plus les populations sont formées, plus ce pays rapidement accepte le développement. Et il faut se rappeler le cas de la République de Corée, ce n'est pas compliqué. Dès les années de l'indépendance, nos pays actuels étaient beaucoup plus développés que la Corée, qui est un pays assis sur du granit. Le niveau de développement de la Corée des années 60 est inférieur au niveau de développement de la Côte d'Ivoire aux mêmes années 60. Aujourd'hui, la Corée est parmi les 12 premières économies mondiales. C'est essentiellement un pays qui a axé son devenir, sa projection, son processus de développement sur l'éducation. C'est le pays qui a été le mieux formé, qui a un taux d'éducation très très élevé. Le reste du pays, on a fait donc un pays, il faut d'abord avoir la tête et la tête. Nous savons ce que c'est. Je prie Dieu que la République ne connaisse jamais l'absence de paix. De même que je prie notre Seigneur pour qu'il aide à retrouver la paix que nous avons connue, nous, quand nous étions jeunes. Quand on voyageait, nous sommes tous ici, c'est mon rural, je suis près d'ici. Nous avons voyagé à pied de village en village. Nous avons marché à pied des kilomètres, dizaines de kilomètres pour joindre les villages. Quand on est fatigué de marcher, on monte sur le dard ou sur le cheval, même de faire un service. Nous le faisons sur les pirogues à perche des villages en village. C'est ce que je veux dire. Dans nos régions, au centre du Mali, on est des villages. L'homme a peur de l'homme. L'homme est devenu une proie de l'homme. L'homme est devenu un gibier, un chasseur de son sang. Quand on est dans les rousses, sur les pistes, quand on voit le loin et le blanc, instinctivement, on a appris d'abord à se dissimuler pour savoir si c'est les acteurs de l'extrémisme violent ou les simples passagers. Le cœur à la compte de la main. Il faut savoir quelles autres personnes qui sont rencontrées ces choses. Quand on était dans les champs, dans les rivières, la chasse est partout. On bivouaquait en mousse. Ce qu'il fallait craindre, c'est peut-être des faux, des bêtes sauvages. On ne craignait pas. Aujourd'hui, le faux, le plus craint, c'est l'homme justement. Tout l'homme, tout compris. Tout ça, justement, c'est donc, on voyage les tripes dans la mer, les tripes serrées. Le paysan ne peut aller cultiver son champ, il peut y rencontrer la mort. L'éleveur ne peut pas faire ses tripes, il peut y rencontrer la mort. Les agriculteurs et son semblable. Ils sont co-villageois. Alors, je demande à Dieu de soulever ce fléau, celui de courage avec notre banque. Nous allons sûrement, par la force de nos héritages, par la force de notre culture séculaire, dépasser ces moments parcours regrettables. Encore pour le préciser, cela ne vient d'où? Cela ne vient pas de votre incontrôlable qui ne sont pas de chez nous. Les manières ne peuvent être opposées les uns les autres par personne. Leurs ancêtres ont vécu ensemble dans l'harmonie, dans la paix. Ils ne peuvent pas s'entretuer ainsi gratuitement, sans aucune raison commune ou établie. C'est qu'il y a quelque part une extérieur. Et c'est par le dialogue, par le vivre ensemble renforcé, par la communication, par l'échange, qu'on pourra dépasser cette situation pour trouver la paix, la sécurité et la cohésion sociale et économique de la santé. Ce facteur de développement par les choses. Nous savons que nos pays sont des pays faibles. Nous n'avons pas de vision humanitaire, financière, déjà dans ce
Mali ne serait prospère que la Guinée et vice-versa. La vie est non puissante du Sénégal et vice-versa. La Côte de l'Or. Nous sommes condamnés, étant sur l'histoire, sur la même entité, et l'histoire de laquelle nous parlons dans dans ces frontières actuelles, c'était le territoire administré, valablement administré. Et c'est là notre camp souhaité, réclamé, exposé par le violence. Je rends hommage au éminent professeur Cissé, et tous les autres qui ne cessent de rappeler les. Je représente le président du Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre, qui a voulu être là, malheureusement pour des contraintes de temps et d'agenda. Il a été empêché à la dernière minute. Mais il m'a chargé de vous transmettre ces chaleureuses et fraternelles salutations. Il me charge de vous dire qu'il est de cœur avec vous. Il suit de près le déroulement des activités depuis le début jusque là où on est. Permettez-moi, les excellences, les rois du Bénin et du Niger, honorable le Kantigi de la Guinée, Monsieur le Président du Forum, Mesdames, Messieurs les organisateurs du Forum, au nom de l'ensemble du Forum des cadres de région du Nord et du Centre, et à mon nom propre, permettez-moi de vous adresser nos sincères remerciements pour le chaleureux accueil que vous nous avez réservé depuis notre descente à l'aéroport jusque-là. Je ne saurais entamer mon propos sans remercier les délégations frères qui sont venus d'autres pays, notamment le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, les États-Unis, etc. J'en passe. La liste, elle est longue. Il est très difficile de prendre la parole après l'éminent ministre Harouna Touré, mais je ferai un essai. Je suis chargé de vous parler de la société civile, la médiation et les groupes d'intérêt. On a tous certainement notre petite idée par rapport à ce que c'est que la société civile. Mais permettez-moi de faire un petit rappel par rapport à l'histoire même de la société civile. La société civile, l'esprit de société civile est né depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Elle était reconnue dans une circonscription des sphères d'action. Ça veut dire société civile rime avec action. Et depuis, n'est-ce pas, les années-lumière, au XVIIe siècle, elle a connu son apogée sous Charles Montesquieu. Mais il le sied de le contextualiser. Société civile, ça veut dire des citoyens organisés qui sont régis par des règles, des lois et qui ont vraiment un programme de gouvernance interne articulé autour de l'action. Selon le Conseil social, économique et culturel de l'Union africaine, la société civile comprend les groupes sociaux, les groupes professionnels, les ONG, les organisations basées sur la communauté, notamment les organisations communautaires, des organisations bénévoles, des organisations culturelles et des organisations d'obédience ethnique. Ce cadre conceptuel nous permet de clarifier les champs d'action de la société civile. Quant aux groupes d'intérêt, ils sont des groupes de personnes ou d'organisations qui cherchent à influencer le détenteur de pouvoir. Ils sont structurés pour défendre collectivement ou de manière communautaire des intérêts spécifiques. Vous convenez avec moi qu'au Mali, des organisations de la société civile sont très bien structurées. Ils ont un rôle de veille citoyenne, de participation à l'action publique, de plaidoyer en faveur
des actions d'envergure collective ou communautaire. De ce point de vue, nous avons plusieurs corporations, n'est-ce pas, d'organisation de la société civile. Nous avons le Conseil national de la société civile, qui est la faîtière qui regroupe l'ensemble des acteurs de la société civile. Nous avons le Conseil national des jeunes, nous avons la CAFO, qui est, n'est-ce pas, le groupement des organisations féminines de la société civile et des ONG. Nous avons le Haut Conseil islamique, qui est la faîtière des organisations religieuses, et nous avons aussi des organisations d'appartenance culturelle, notamment tout ce qui est Habital Poulakou, tout ce qui est Guinadogon, qui joue un grand rôle, n'est-ce pas, dans la médiation entre les groupes d'intérêt. Dans le passé récent du Mali, notamment lors de la crise en 2012, la société civile, sinon les sociétés civiles au Mali, ont joué un très grand rôle. Notamment, elles ont servi d'interface entre les groupes armés et les communautés d'une part, et elles ont aussi renforcé les plaidoyers entre les autorités, les groupes armés et les communautés. Vous vous rappelez quand en 2012, le Mali est tombé sous l'occupation des groupes armés islamistes dits radicaux, où le tiers du territoire malien était sous le contrôle des groupes islamistes dits radicaux, notamment Moudiaou et j'en passe, c'est des organisations de la société civile qui ont été en première ligne de front. L'exemple de Gao et de Tombouctou constitue des illustrations parfaites du rôle de la société civile en termes de médiation. Très vite, des organisations spontanées de la société civile se sont organisées. On les a appelées des comités de crise. Il n'y avait pas l'État dans ces régions à l'époque, parce que l'État était en débandade et c'était les groupes armés qui étaient chargés de la gouvernance dans ces zones-là. Et c'était vraiment la société civile qui a joué le rôle de l'État en servant d'interface entre ces groupes armés. Tout ce qui est question, n'est-ce pas, de négociation, même le premier corridor humanitaire qui a été orienté vers les régions du Nord pour apporter l'assistance humanitaire aux populations qui étaient sous occupation, n'est-ce pas, de ces groupes armés, c'était la société civile qui était en ligne de front. C'était la société civile qui a ouvert ce corridor humanitaire pour permettre aux groupes armés de permettre l'acheminement, n'est-ce pas, de cette assistance humanitaire aux populations, les hommes et les femmes qui avaient vraiment besoin d'eau, qui avaient besoin d'alimentation, qui avaient besoin d'accès à la santé, etc., etc. Pour ne citer que ceci. Pour vous dire que permettez-moi vraiment l'occasion, permettez-moi vraiment de saluer cette initiative, n'est-ce pas, de forum de Cissé qui a été mise en place, dont le but vraiment consiste à fédérer, n'est-ce pas, les communautés Cissé pour servir de levier pour renforcer la paix et la cohésion sociale entre les communautés en Afrique de l'Ouest, en Afrique et partout dans le monde. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, vous le savez sûrement mieux que moi. Les Cissé, ce n'est pas une ethnie, c'est un ensemble d'ethnies. Et les Cissé, de par leur caractère transversal aux autres communautés, peuvent très bien jouer ce rôle de médiateur entre les différents groupes d'intérêt. Cissé s'apparente à homme de culte, à l'islam. Il est très difficile de dissocier le nom Cissé de l'islam. Et qui connaît l'islam sait que c'est une religion qui prône la paix, le vivre ensemble et la cohésion. De ce point de vue, une organisation de Cissé ne peut se démarquer de la culture islamique, ce qui donne toute la légitimité à cette structure de porter, n'est-ce pas, des messages de paix, de porter, n'est-ce pas, des messages de cohésion et d'entente. Donc, cette structure a toute la légitimité pour porter la médiation entre les communautés. Donc, sans plus tarder, il est très difficile de passer de cette thématique en 5 minutes. Il y a tellement de choses à dire. Donc, de ce point de vue, je pense que ce cadre-là est tout à fait indiqué pour parler de paix. D'autant plus que les leaders religieux, les groupes d'intérêt communautaire ne se dissocient pas de la grande famille de la société civile. Donc, ça constitue un levier important de médiation entre les groupes d'intérêt, mais aussi de faire une veille citoyenne afin d'orienter et d'influencer la gouvernance en Afrique. Donc, je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter bon vent au forum, n'est-ce pas, et inviter à la cohésion
invité, n'est-ce pas, à l'union et à l'entente. Et on ose espérer, Inch'Allah, que ce forum va contribuer à relever les défis des clivages que nous connaissons en Afrique de l'Ouest, en Afrique et partout dans le monde. Je vous remercie de nous avoir invités. Merci pour la parole. Merci. Thank you.